Cette conférence va maintenant être enregistrée. Et merci aux différentes organisatrices de cette session pour m'avoir proposé d'effectuer cette présentation. Donc l'objet de la présentation est l'ouvrage Éco-concevoir et éco-innover dans l'agroalimentaire qui est paru en 2018 en français et en 2019 en anglais dans les éditions East. Ma présentation va s'articuler autour de deux parties. Dans la première, je reviendrai sur Ecotrophelia, qui est un concours agroalimentaire à destination des publics étudiants, et à l'ANR IDEFI, dans lequel cet ouvrage a pris naissance. En effet, je pense qu'il était indispensable de revenir sur ce qui constitue même le matériau de l'ouvrage et qui est les projets étudiants. Dans un second temps, j'arriverai sur le sujet même annoncé, à savoir l'ouvrage lui-même, avec une présentation rapide de sa structure et contenu et un focus plutôt sur la matière des projets que nous avons étudiés dans cet ouvrage et quelques-unes des propositions d'analyse que nous avons énoncées dans le document. Donc la première partie, Ecotrophelia, le concours et l'ANR IDEFI. Ce concours a trouvé naissance en 2000 sous l'impulsion de la CCI d'Avignon et d'un certain nombre d'enseignants-chercheurs de différents établissements du ministère de l'Agriculture. Et l'objectif à l'époque était effectivement de promouvoir un concours étudiant d'innovation alimentaire. Il a rapidement connu un succès important en France, mais aussi dans une diffusion à l'échelle européenne, ce qui a conduit à la création du concours européen en 2008 à l'occasion du Salon international de l'agriculture qui se tient tous les 2 ans à Paris. Et puis en 2011, sous l'impulsion de la Commission européenne, le projet a évolué et de Trophelia, qu'il s'appelait initialement, il est devenu Ecotrophelia pour illustrer la volonté des organisateurs et de la Commission européenne d'utiliser ce concours étudiant pour promouvoir la formation à l'éco-innovation dans les filières alimentaires. À cette époque-là de la maturité du groupe de travail qui existe autour d'Ecotrophelia, il y avait à peu près 14 établissements de formation française qui ont été associés à l'ANR IDEFI Ecotrophelia qui a été lancé en 2012. Alors, il me semble important d'expliquer ce que sont les projets étudiants pour vous donner une idée du matériau sur lequel on a travaillé et aussi de la pédagogie qui est mise en œuvre dans ces projets. Un projet Ecotrophelia va commencer et se terminer en même temps pour les étudiants par la création d'un rapport qui va raconter leur innovation. Donc, bien évidemment, qu'ils vont y exposer l'objet de l'innovation, le produit, et puis toute l'étude de marché, la cible visée et les différentes preuves qu'ils ont réussi à obtenir sur le besoin de la cible, l'intérêt du concept proposé, puis l'acceptation sur prototype. Ils doivent également créer un système d'emballage, définir les programmes de vente sur 3 ans, le plan de communication et le business model financier. Pour autant, ils ont toute une partie technique du produit à concevoir avec la formulation du produit, la ligne de production, les programmes de production sur ces lignes de matière avec une montée en puissance à concevoir sur 3 ans, la définition des conditions sanitaires comme de l'identification des réglementations à respecter, ce qui fait de tous ces projets des projets quand même très denses et complets vis-à-vis d'un développement agroalimentaire. Et dans ces projets, on leur demande d'imaginer, de prendre en compte la transition alimentaire à chacune des étapes, dans chacune des opérations qui sont conduites à développer. Ce projet, il est par la suite, il est adressé en mars au concours et il est reviewé par 2 enseignants-chercheurs, l'un avec une valence management marketing, l'autre avec une valence sciences de l'aliment.
Et comme dans le monde de la recherche, il y a une commission qui fait un bilan de ces rapports et les projets qui doivent être exposés à Avignon en juillet de la même année sont sélectionnés à ce moment-là. Lorsque les étudiants arrivent à Avignon, le concours se déroule sur 2 ou 3 jours et ils doivent à ce moment-là présenter des produits. C'est-à-dire qu'il y a des dégustations sur les produits. Donc on ne s'arrête pas au concept, on ne s'arrête pas à l'idée de la formulation, il faut produire sans danger pour les membres des jurys qui vont tester, pour le public qui va gérer, également tester ces produits. En plus du produit, les étudiants doivent créer un stand qui reflète l'univers de leur entreprise et de leurs produits et mener une démarche d'explication de ce qu'est leur produit, leur système de production avec des journalistes, des professionnels qui circulent entre les rangs des stands. Et bien sûr, c'est quand même le centre du concours. Ils doivent exposer l'entièreté de leur projet en 20 minutes devant un jury technique et refaire cet exposé sur 15 minutes, donc en le modifiant nécessairement un peu, en jury national s'ils sont sélectionnés pour la finale. Je pense que ça vous donne un peu une idée du travail qui est mené par ces étudiants. La question qu'on peut se poser après, c'est comment ils réalisent ce travail. Et j'ai choisi de vous prendre l'équipe qui a concouru pour AgroParisTech cette année pour illustrer cette idée. Mais cette année, on avait 5 étudiants qui ont décidé en septembre de participer au concours. Donc, ces 5 étudiants étaient répartis sur 2 spécialisations de fin d'année, CDP et GPP. Et ces 5 étudiants ont été rejoints en décembre par une étudiante d'une école de design qu'ils sont allés eux-mêmes démarcher pour avoir cette compétence supplémentaire dans leur équipe, ce qu'autorise le concours. Pour travailler, ces étudiants, ils peuvent, pour certains, pas tous, utiliser le temps prévu à l'emploi du temps pour le projet de fin d'études et on essaye, dans la mesure du possible, dans les UV de l'année, d'intégrer des TD, en tout cas pour eux, qui correspondent à peu près au sujet sur lequel ils travaillent. Voilà, c'est un aménagement vraiment ad hoc qui est fait. Ils bénéficient également, ces étudiants, pour les accompagner d'un encadrement, un tutorat. En l'occurrence, cette année, on était 3 enseignants-chercheurs à les accompagner avec des compétences complémentaires et une ingénieure d'études, Marie-Charlotte Nico, qui les a accompagnés aussi plus au quotidien. Cet accompagnement, il se fait à la demande et suivant des points très ponctuels avec certains des étudiants et puis aussi par une revue de projet toutes les 2 à 3 semaines entre septembre et février. L'accompagnement, il inclut aussi bien sûr l'appel à des expertises de nos différents collègues dans l'établissement à différents moments de l'évolution du projet. Les ressources dont ils disposent, en tout cas sur Massy, sont celles qui vous sont énoncées ici, des cuisines de développement, les laboratoires, les espaces sensaux, salles de créativité et hall technique pour la production et l'emballage. Tout ça leur donne finalement accès aux ressources que peut avoir une start-up qui est dans des bonnes conditions d'incubation. Je vous évoquais le fait que l'ouvrage avait pris racine dans un ANR IDEFI. Cet ANR, donc, qui s'est déroulé entre 2012 et 2018, était structuré en 4 work packages. Le premier de ces work packages visait à conduire une étude des pratiques développées dans les différents établissements pour accompagner les gros projets. Et à l'issue de cette étude, un groupe de travail a proposé, énoncé et proposé un modèle cadre d'accompagnement des projets d'innovation. Autour de ce modèle cadre, ont été créés sur la plateforme Moodle un ensemble de briques de formation qui viennent enrichir ce modèle cadre. C'est ce que vous avez sur cette représentation.
où on voit les différentes étapes du projet de conception, d'innovation qui ont été définies. Vous retrouvez l'éco-conception ici qui s'effectue tout au long du projet. Et derrière, vous voyez que cet outil, Ideonis, est décomposé en 18 briques de connaissances dans lesquelles nous avons créé des cours, des supports de cours, des quiz et des outils de formation ou d'évaluation pour les différentes étapes. Ça, c'est un premier outil qui est à disposition de tous les étudiants des écoles partenaires du projet IDEFI. Les deux derniers sujets de l'IDEFI concernaient la définition des moyens à mettre en œuvre pour former à l'éco-conception, à l'éco-innovation, et puis un quatrième rubrique qui avait pour thème l'évolution du concours et des réflexions sur ses apports pédagogiques. L'ouvrage, lui, s'inscrit vraiment sur une intersection entre le Work Package 1 et le Work Package 3 tel qu'énoncé ici. Je vais donc maintenant rentrer dans la deuxième partie de mon exposé, et à savoir une présentation de l'ouvrage et quelques-uns de ses résultats. Alors, l'ouvrage, comme je vous le disais au démarrage, est constitué de 4 parties. Il se destine à un public à la fois de professionnels, d'enseignants-chercheurs, d'étudiants. Donc, suivant les différentes parties, ils visent plus ou moins tel ou tel public. Mais bon, globalement, voilà, 4 parties, dont la première adresse ce qui nous a semblé être prioritaire en termes d'enjeux et de défis pour la transition écologique dans les systèmes agroalimentaires. Le deuxième chapitre de l'ouvrage, lui, propose une synthèse des outils et pratiques les plus mobilisés dans les filières agroalimentaires pour contribuer à la transition écologique. Et dans une partie 3, on a des exposés de projets étudiants, une première grille d'analyse de ces projets étudiants, et finalement une quatrième partie qui se réinterroge sur ce que ça implique, ces types de projets, enfin, ou plutôt le fait de doter nos étudiants des compétences pour la conduite de tels projets en termes de pédagogie. Donc moi, je vais maintenant me concentrer sur les points 3 et 4. Alors, avant de parler de l'analyse des projets elles-mêmes, je vais vous évoquer les projets qui ont servi de support ici. Ils étaient au nombre de 11. Nous avions proposé aux différentes écoles partenaires de nous proposer justement des projets qui, pour elles, avaient illustré ce qu'elles entendaient par éco-innovation, enfin voilà, qui leur semblait être une belle réussite de ce point de vue-là. Et leurs réponses sont les cas que vous avez ici. Alors, le premier de ces cas, c'est ici et là, qui est un steak à base de lentilles. C'est un projet de l'ISARA qui commence à dater un peu, mais qui a donné naissance à une start-up, une entreprise, et qui a eu aussi pas mal de prix par ailleurs ensuite. Panino est un produit qui utilise des restes de pain pour proposer des gnocchis, donc qui travaille sur la réduction des déchets. Et c'est le même objectif dans les lardons de la mer, hein, qui finalement propose un usage de parties restantes de poissons après des coupes, et qui donc revalorise des pertes matières. Biximo, c'est des plats à destination des personnes hospitalisées ou en centre de retraite à la Martinique. C'est un modèle un peu particulier parce qu'à la fois, il propose des recettes qui sont adaptées aux goûts locaux, et en même temps, il propose tout un système de production et de distribution pour répondre aux besoins locaux. Alors, Vertu est un produit assez spécial puisque c'est un gâteau, une friandise destinée aux personnes qui sont en cours d'arrêt du tabac. Mini Glou est un dessert glacé à destination des tout petits et qui vise à éviter qu'ils ne consomment des glaces pour adultes avec des profils nutritionnels non adaptés.
saucisse est un produit, et donc une saucisse, mais dans laquelle la viande a été remplacée par des algues. Devata est une boisson alcoolisée fabriquée à partir de productions cambodgiennes dans des groupes sociaux en difficulté économique. Coquineo est un produit fabriqué à partir d'un mollusque qui est un invasif des côtes atlantiques. Donc, il y a un objectif d'utiliser ce mollusque pour en débarrasser les côtes atlantiques. Et en même temps, c'est un mollusque qui est très riche en protéines. Et la recette elle-même vise à proposer un produit pas très cher. Prépare-moi sont un ensemble de gammes de produits pour faire chez soi, mais avec une base de coproduits des fromageries. Et Vita Plus c'est des aliments pour personnes vivant seules dans des âges de 60 à 70 ans. Et ça signifie que c'est des aliments à profil nutritionnel adapté aux populations de ces âges-là et avec un profil usager particulier. Voilà, rapidement, ces 11 projets pour vous, voilà, vous illustrer un peu ce que les étudiants peuvent chercher à proposer. 2 mots maintenant sur la façon dont nous avons analysé ces projets. On est revenu bien évidemment sur les rapports, on a repris connaissance des rapports de ces 11 projets. On a demandé par ailleurs à des acteurs de ces projets de rédiger des études de cas qui sont présentées dans l'ouvrage, en leur donnant un cadre, en leur demandant de redéfinir aujourd'hui pour eux le produit, la proposition de valeur, de revenir sur ce qui leur avait semblé des facteurs déterminants internes ou externes au groupe de projet dans le choix et le développement de l'innovation, de nous situer les décisions clés pour eux qui ont causé des inflexions sur la trajectoire du projet et également ce qu'était devenu le projet au terme de la présentation concours. Et finalement, on a complété cette recherche d'informations par des interviews lorsque ça s'avérait nécessaire. Pour analyser ces données, on a créé un business model Canva un peu particulier que vous pourrez trouver dans l'ouvrage si vous êtes intéressé et qui nous permettait de faire une synthèse des différents projets. Et puis, on est venu rechercher finalement dans l'ensemble de ces témoignages ce qui nous est apparu comme les capacités dynamiques qu'avaient activées les groupes étudiants dans ces projets. Alors, par capacité dynamique, on se réfère aux travaux de TIS notamment. Et ce que met en avant TIS dans ce travail, c'est les compétences que peut déployer une firme, une organisation pour s'adapter aux contraintes de son environnement. On dit parfois que cette approche, elle est complémentaire de la vision Resource-Based View développée dans le management des organisations, et qui vise à identifier les avantages concurrentiels d'une organisation qui sont basés sur les ressources dont elle dispose, ce qui va la rendre peu copiable ou peu absorbable par d'autres entreprises. Mais cette notion de resource-based view, elle est relativement statique, c'est une photo à l'instant T, alors que les capacités dynamiques, elles sont justement la partie un peu dynamique de l'organisation qui va lui permettre une adaptation rapide et voire qui va lui permettre à un moment de transformer ces ressources, de venir les enrichir. Alors nous, dans notre cas, bien sûr, on n'avait pas une firme qui se retrouvait face à ce projet d'éco-innovation, mais on avait un groupe d'étudiants. Et ce groupe d'étudiants, il a une richesse, il a tout le cursus de formation qu'il a pu faire avant ce projet, ce sont généralement des étudiants en fin de cursus, et il a tous les stages, le vécu également qu'il a pu collecter au cours de ses études. Et il se retrouve là à devoir mobiliser cet ensemble dans un projet d'innovation alimentaire plus durable. Donc, finalement, on lui demande d'un seul coup de mobiliser ses compétences, voire de les accroître. Et c'est ce que l'on a cherché à mesurer. La première conclusion que je rapporterai ici, c'est le fait que la lecture des rapports le montre très bien.
finalement, jamais ces projets ne proposent qu'un seul produit. Alors c'est vrai que c'est un peu le cadre aussi que fixe le concours, mais pour autant, cette notion d'aller beaucoup plus loin que le produit, c'est une dimension qu'on retrouve beaucoup dans ces projets d'éco-innovation et qu'on ne voyait certainement pas de la même manière auparavant. Donc véritablement, ce qu'ils nous proposent de nouveau s'inscrit bien au-delà du seul produit. Ça peut se traduire par la création d'une nouvelle filière, hein, comme dans le cas du produit d'ici et là, ou par un objectif de protection des fonds marins, comme dans le cas de Coquineo, avec un travail avec des acteurs amont. Mais en tous les cas, dans tous les cas quasiment, on peut dire que véritablement l'innovation est beaucoup plus large que uniquement une innovation produit. Par ailleurs, on identifie, nous, trois natures de capacités dynamiques qui nous semblent vraiment importantes dans ces projets d'éco-innovation pour nos étudiants. La première, c'est leur capacité à capter un enjeu pour le déroulement de ces projets. La deuxième, c'est l'acquisition d'un savoir-faire pour intégrer cette nouvelle offre dans l'environnement existant. Et la troisième, c'est celle qui a trait au développement du modèle d'affaires plus durable. Alors, si je reviens sur la première capacité dynamique, capter les opportunités, on identifie deux formes finalement de façon de rentrer dans ces opportunités. La première qui est plutôt une forme d'hybridation, hein, que développent les étudiants, qui vont finalement se maintenir sur des marchés qui sont préexistants, mais dans lesquels ils vont aller rechercher une nouvelle segmentation des marchés pour aller adresser des groupes de population peu ou mal adressés jusque-là. Alors, pour définir ce peu ou ce mal adressé, ça implique nécessairement qu'ils travaillent sur une définition beaucoup plus poussée des besoins clients. Une autre façon pour eux, qui peut être concomitante ou non, hein, avec ce premier cas de figure, de rentrer sur des modèles préexistants, c'est d'aller rechercher des nouveaux sourcings de matières premières, soit avec des matières premières qui n'étaient pas du tout utilisées jusque-là, soit en allant rechercher des coproduits, par exemple des coproduits, qui vont leur permettre finalement de proposer une offre qui n'est pas nécessairement différente dans l'apparence, mais qui est différente dans sa constitution. Deuxième façon finalement, une fois l'opportunité captée de rentrer, c'est dans la mise en lumière d'objectifs sociaux ou sociétaux ou environnementaux qui ne sont pas du tout appréhendés jusque-là par les systèmes déjà en place. Et finalement, pour mener aussi bien la saisie d'opportunités dans les modèles existants que pour remettre en cause ces systèmes existants, on voit que nos étudiants sont obligés vraiment de mener une exploration poussée et détaillée de ce système existant et des gens qui le constituent. De ce fait-là, pour pouvoir vraiment traiter ces poches d'opportunités qui détectent, on mesure dans les actions qu'ils mettent en place que nécessairement, ils vont mobiliser les capacités techniques et managériales des cursus qu'ils ont suivis. Cela, ça leur sert à capter, créer, analyser, mettre en forme des données et du savoir qui viennent nécessairement enrichir ce savoir, que ça va au-delà de ce qu'ils avaient préalablement mobilisé et maîtrisé. Et aujourd'hui encore, qui sont obligés au sein même de leur projet d'éco-conception et d'éco-innovation d'aller rechercher de la formation sur les outils d'éco-conception et de RSE pour enrichir ces projets. Deuxième élément que l'on note, c'est que pour mener à bien ces projets, les étudiants sont véritablement obligés de développer des capacités créatives dans leur phase d'exploration, en acceptant d'ouvrir cette exploration, ce qui est coûteux, ce qui n'est pas forcément naturel initialement, mais aussi pour être en capacité de mesurer les risques, les opportunités, et puis aussi des capacités créatives qui les obligent à se remettre en cause tout au long du projet.
Je reviendrai sur ce sujet plus tard. La seconde capacité dynamique qu'on identifie, c'est leur façon d'intégrer leur business model dans l'écosystème. Et là aussi, deux stratégies observées, l'une d'hybridation, l'autre de mise en différence, je dirais, avec dans un certain nombre de cas des intégrations qui se font en créant des liens très forts avec les acteurs de la production amont, pas forcément de la production agricole. Hein. Kineo, c'était avec une autre, les pêcheurs. Mais voilà, la relation forte, elle est polarisée autour de ce pôle-là. Et puis, un deuxième cas où finalement, cette intégration, elle se joue dans l'émergence de nouveaux partenariats avec des acteurs existants, ce qui va leur faciliter aussi de l'accès à des connaissances ou des ressources et va les aider à lever des barrières à l'entrée. Deux modèles un peu différents. Et puis, des capacités dynamiques sur le développement du modèle d'affaires plus durable, avec la nécessité pour eux, finalement, de maintenir leur stratégie tout au long du projet. C'est-à-dire qu'ils se définissent une première stratégie au démarrage du projet en termes d'éco-innovation, et puis après, elle se mature. Et ils vont utiliser différents instruments d'éco-conception, d'évaluation de la responsabilité sociale, accroître leurs connaissances donc avec des échanges d'experts, faire de la co-conception. Tout au long de ces différents échanges, ils viennent retravailler bien évidemment le concept initial et commencer à identifier aussi des contradictions entre des décisions prises en amont et des nouvelles connaissances acquises en aval qui viennent perturber finalement leur projet initial et les obliger à le remettre en cause. En synthèse, les retours d'expérience sur les analyses de projet nous amènent à un certain nombre de constats liés à la pédagogie. Et le premier de ces constats, c'est que de toute façon, dans ces projets, ce qui est frappant, c'est l'engagement individuel des étudiants. C'est-à-dire qu'effectivement, s'ils s'engagent sur des projets qui sont très consommateurs en temps, c'est des projets qui viennent grignoter sur leur vie privée aussi, c'est qu'ils se sentent très impliqués, qu'ils ont envie d'y aller. Alors c'est vrai pour le projet en général, et c'est vrai aussi dans un certain nombre de cas sur la dimension durable de leur projet, avec la volonté aussi, dans certains cas, de ne pas transiger avec les valeurs portées par leurs produits. Deuxième élément fort extrait, c'est l'importance des outils de créativité. Véritablement, dans ces projets d'éco-innovation, les retours que l'on en a nous donnent à penser qu'on a beaucoup plus besoin d'avoir recours à la créativité que dans des projets classiques pour véritablement s'extraire non seulement des solutions produits existantes, mais également de toutes les organisations préexistantes sur lesquelles on peut se retrouver collé si on ne fait pas cet exercice-là. Troisième point, c'est que véritablement, cela oblige, enfin cet objectif de projet d'éco-innovation oblige nos étudiants à passer beaucoup plus de temps sur la construction de leur positionnement stratégique et sur la cohérence de leur projet. Ce qui devient une véritable richesse. En tout cas, on peut en faire l'hypothèse pour la formation à l'éco-innovation parce qu'effectivement, sur cette taille de projet, ils ont, et dans ce temps de projet, à savoir entre 6 mois et 1 an suivant les écoles, ils sont en capacité de suivre tout le déroulement du projet, de son concept à sa mise en œuvre, et de pouvoir vivre finalement la confrontation du rêvé à une première opérationnalisation des projets et de la façon dont ça remet en cause l'idéal. Et cela, ça leur donne une vraie capacité au final à reprendre de la distance par rapport au sujet qu'ils traitent dans leur projet et à le remettre en cause. Un quatrième point, c'est que véritablement, on identifie qu'il y a une forte création de connaissances dans ces projets. Alors, une forte création de connaissances, pas en valeur absolue, hein, mais véritablement pour les étudiants,
dans leur partage de connaissances entre eux, avec les experts, avec les partenaires, mais aussi dans ce qu'ils créent, parce que dans un certain nombre de cas, ils vont devoir effectivement développer des systèmes techniques différents, des modèles commerciaux peu usités, etc. Donc, il y a pas seulement de la mobilisation de connaissances déjà créées en dehors dans cette création de connaissances. Et globalement, un élément également, semble-t-il, fort de ces projets, c'est de leur permettre d'appréhender ce qu'est l'arbitrage des décisions dans la conception. Ce qui est très difficile, je pense, à faire, en tout cas selon mon expérience, dans des projets que l'on mène pas jusqu'à une exposition, que l'on mène pas jusqu'à une idée de création d'entreprise, même si l'objectif n'est pas nécessairement de la créer derrière véritablement. Mais dans le fait de faire cet exercice-là jusqu'au bout, il y a une confrontation à la réalité qui restitue de la valeur à l'exercice. Et ça, c'est un élément important. Autre élément saillant de l'analyse de ces projets, le fait qu'on observe également sur les startups que beaucoup de ces projets finalement s'appuient sur aussi le développement de nouveaux systèmes de distribution et de communication. Et finalement, je reviens sur le premier point que j'évoquais dans l'analyse de ces projets, ce qui fait qu'on identifie ces projets comme véritablement des projets d'éco-innovation, c'est que l'on voit que ce qui est proposé derrière, c'est vraiment une construction de chaîne de valeur plus que de simplement une construction d'un nouveau produit, et que c'est la construction de cette chaîne de valeur qui permet véritablement une offre qui se différencie dans différentes dimensions, qui, on espère, contribuer à la transition écologique. Voilà. Je vous remercie de votre attention et serai ravie de vos retours.